Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. J'ai souvent poussé les portes. Ça m'est souvent arrivé de le faire. Et je n'ai jamais d'échec. Jamais, jamais, jamais. N'oubliez jamais, les jeunes, que la porte, ça se pousse. C'est entrouverte parce qu'elle vous attend. L'épisode d'aujourd'hui a une saveur particulière, celle d'une conversation autour d'un café, à Toulouse, dans un fauteuil grinçant, au chaud sous un plaid par une matinée pluvieuse d'avril. J'échange avec Jean-Michel, retraité depuis plus de 10 ans. Une vie fascinante, de boulanger-pâtissier à pilote d'avion, en passant par plongeur, sur laquelle il nous partage sa rétrospective. Une vie sans véritable attache, sans racine fixe, mais avec une passion immuable, apprendre. Il nous parle notamment de sa carrière dans l'aviation, de son métier de rêve, pilote de long courrier, et de la phase de nomadisme qui y est liée. Si vous aussi, comme Jean-Michel, vous voulez pouvoir dire un jour que votre vie est la plus belle que vous auriez pu avoir, alors cet épisode est pour vous. Allez, bonne écoute. Salut Jean-Michel, ça va bien? Très bien, et toi? Ouais, ça va bien, merci. Je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi sur le podcast pour que tu puisses nous parler un peu de toi et de ta très riche vie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter un peu pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Jean-Michel Picot. Et en retraite depuis 12 ans, voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Quel métier par exemple tu as fait? Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours? Alors oui, c'est assez atypique, c'est loin d'être un parcours commun. Alors, je commençais par passer un CAP de boulanger-pâtissier en France. Et une fois que j'ai eu ce diplôme local, quoi, je suis resté encore une année dans l'entreprise qui m'avait aidé à passer mon CAP. Et suite à ça, après, j'ai dit, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Je suis parti en direction du sud-est. Je suis passé par la Savoie. La Savoie, je suis tombé sur un employeur qui était très particulier. Toujours en tant que boulanger-pâtissier? En tant que boulanger, il faisait pas de pâtisserie, lui. Ok. Ouais. Après, j'étais resté 2 mois maximum dans cette boulangerie. Après, j'ai quitté la Savoie pour descendre sur la Méditerranée, où j'avais ma sœur aînée qui habitait, à Hyères, pour être très précis, hein. Et là, j'ai changé pas mal d'orientation, si on peut dire. C'était le début de la saison des campings. Et le mari de ma sœur travaillait aussi dans le camping de la commune de Sète. Ok. Et ils m'ont proposé un emploi très bien rémunéré, mais enfin, on faisait 18-20 heures de travail par jour aussi, hein. Ouf. C'était assez... Mais j'ai rencontré des gens hyper intéressants dans ce camping-là, où il y avait une grande majorité d'étrangers qui étaient des Allemands, Mhm. plus que des Anglais. Et là, j'ai fait la connaissance j'ai sympathisé avec un Allemand qui était ministre de l'Éducation nationale en Sarre, Mhm. qui parle un français impeccable. Et il dit, mais pourquoi tu viendrais pas dans notre pays pour faire voir comment on fait le pain blanc, les baguettes, tout ça. Et c'est comme ça que je suis, après c'est parti en autostop, en direction de l'Allemagne. J'atterris en Allemagne, comment ça s'appelait? Saarbrück.
C'était le poste frontière. Et après, je suis arrivé à Dunkirchen et c'est là que je suis resté un peu plus de 5 ans. Ça, c'était en quelle année que tu es parti en Allemagne? C'était dans les années 70. D'accord. Et l'autostop à l'époque, Ça marchait bien. ah ouais? Mieux que maintenant, tu penses? Oh, largement. Tous les jeunes se déplaçaient par autostop. Hein. À cette époque-là, pour passer le permis, il fallait avoir vraiment de l'argent. Hein. Ça coûtait une fortune. Du coup, toi, tu l'avais pas? Si, 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 je l'ai passé en 8 jours, moi. Je ne l'ai pas passé parce que je travaillais à Rouen. Mmh. Et au-dessus de la boutique, c'est là que je logeais et il y avait une auto-école. OK. Et pareil, on a sympathisé tout ça. Je dis, ouais, moi j'ai envie de partir, donc je vais pas pouvoir attendre. Ouais, je le ferai un prix, tout ça. En fait, j'ai passé mon permis de conduire sans conduire. Mais non. Mais si. On a fait un tour de pâté de maison. Il était 12h10. Bon, merci, allez. Voici votre feuille rose. À cette époque-là, il donnait un bulletin rose, tu vois. Et puis, c'est bon. Oui, mais tu avais pris des leçons? Comment tu as appris Ah à oui, oui, j'avais pris des leçons une semaine. Pendant une semaine, j'ai conduit, pas plus. OK. Ah, ça semble donner. Bon et du coup, tu arrives en Allemagne, tu restes 5 ans en tant que boulanger-pâtissier toujours? Oui, boulanger, pâtissier, là. OK. Alors là, sur l'Allemagne, j'ai été vraiment dans la découverte. Parce que les Allemands, eux, c'est les grands spécialistes du pain, quel que soit le pain. Il y a au moins 250 pains en Allemagne différents, tu vois. OK. Je sais pas si tu sais, mais Non. c'est particulier. J'ai appris à faire tout ça, c'est pas simple. Et tout en me développant sur la pâtisserie, parce que les Allemands sont des forts consommateurs de pâtisserie. Ils font le break après-midi avec une pâtisserie ou deux. Enfin bon, c'est comme ça, c'est assez culturel. Hein. Mmh. Et puis, à cette époque-là, ma copine, elle était en études à Valenciennes, à l'université de Valenciennes. Et moi, c'est un diplôme, j'avais pas passé le bac, tu vois. Et j'ai travaillé très, très dur quand même parce que je travaillais la nuit pour, faire le pain, si on peut dire et puis tout ça. Puis après, ben, je suis bien préparé et on passe à une sorte de CAPES pour pouvoir intégrer l'université sans avoir de bac. OK. Et j'ai été reçu. Bravo. C'était terriblement difficile pour moi, hein, Mmh. mais j'étais le dernier reçu, mais j'étais reçu, quoi, à l'université de Lille. Parce que je voulais être, avec ma copine, quoi. Moi, je quitte l'Allemagne, je reviens en France. De là, en France, bah, faut s'inscrire sur un thème, soit des langues, soit des maths, soit plein de trucs comme ça, tu vois. Et puis moi, pendant un moment, j'avais rencontré un jeune comme moi qui était plongeur sur les plateformes pétrolières en mer du Nord. Mais il faut apprendre plein de choses pour être t'es pas plongeur comme ça. Hein. Mais plongeur, dans l'eau ou plongeur qui fait la plonge? Non, 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 dans l'eau, Je sais pas. ouais, tu vois, c'est là. Moi, ça m'intéressait, c'était pour le goût de l'aventure. Mais tu avais jamais plongé? Ah non, non, il fallait que je fasse une formation et tout, hein, quand même. Formation de compétences, de résistance, parce que tu es vraiment dans le fond. Et quand tu es à moins 60, moins 80 mètres, physiologiquement, tu es impacté, quoi. Ah bah oui. Et c'est un petit peu ce qui m'a retenu d'aller au-delà. J'avais fait plusieurs plongées, puis j'ai dit, je ne ferai pas une carrière là-dedans. J'ai dit, alors je me suis retourné vers un IUT de transfert de logistique en 2 ans. Je passe cet IUT, bien, sans trop de difficultés. Et après, il fallait trouver du travail. Enfin, j'en avais déjà du travail. J'ai eu un travail un peu spécial. J'étais à la création du restaurant grand public Flunch. T'as déjà entendu parler de ça? Ah bah, j'ai entendu parler de la, pub. La pub. Et ben moi, j'ai travaillé chez Flunch à Lille pour le développement de toutes les pâtisseries qui puissent se fabriquer rapidement avec enfin, toutes les qualités que tu veux, tu vois. C'était vraiment bien. Faire de la recherche comme ça, c'était vraiment bien.
Et puis, là, je passe mon truc, je l'obtiens, mon diplôme et je m'en vais, prendre contact avec, la SNCF, les transports routiers, Carlston et tout ça, tous ceux qui font du transport et transport international de préférence. Et puis, la première compagnie qui m'est répondu très rapidement, dans la semaine quasiment, c'est la SNCF. Hop, banco. C'est la seule fois qu'ils étaient à l'heure, Voilà, c'est vraiment la seule fois, franchement. Et j'ai travaillé pendant 4 ans à la SNCF. Alors, je cache pas non plus, que moi, mon ambition, c'était d'être, chauffeur de locomotive, ouais, d'être, conducteur de train. conducteur de train, voilà. Et mon patron, mon responsable à cette époque-là, «Ah mais tu t'es trompé de filière, tu seras jamais conducteur de train dans notre filière». Je dis: «C'est quoi ce travail? On peut pas changer de filière?» «Non». Alors, je donne ma démission. Je dis: Si ça fonctionne pas, moi je m'en vais». Après ça, bon, je reformule des CV auprès de la SNCF, puis ça me plaisait pas. Il y avait des trucs que vraiment ça ne m'inspirait plus du fait que je pouvais pas être conducteur de train. Alors, j'envoie 2 CV, un à UTA et un à Air France et là, ils demandaient vraiment du personnel. Ça embauchait à cette époque-là, tu vois? Même avant, ça embauchait facilement, hein, moi, je me suis jamais trouvé dans une configuration où il y avait une récession d'emploi. OK. Je suis toujours passé au travers, quoi. Mais comme je te dis, à cette époque-là, tu pas à attendre longtemps pour trouver un job. Mmh. Traverser la rue, tu l'avais, hein. Bon, de qualité ou autre, je ne sais pas ça. Alors ensuite de ça, j'étais pas loin de Roissy parce que j'habite à Paris, là, dans le 19e arrondissement. Je suis allé déposer manuellement mon CV, à Air France, à l'aéroport de Roissy. Pourquoi Roissy? Alors, je suis allé directement sur Roissy et puis j'ai regardé les avions. Je regardais les avions, je me dit: «Mais il y a quelque chose pour moi là-dedans. On peut pas avoir une certaine passion puis ne pas répondre à ça, quoi». Et puis les beaux avions, c'était Air France qu'ils avaient des beaux avions blancs, tout ça. UTA, c'est des avions usagés, ils avaient. Alors je dépose Air France. Air France me répond: «Oh, allez, je dépose le lundi» et j'ai un appel téléphonique le mercredi. C'est vite, hein? Ah bah oui. Et là, on prend les rendez-vous pour les tests médicaux, les tests, de savoir, les tests, il y a beaucoup de tests à remplir, hein. Et je passe tous les tests très bien. Pour être pilote d'avion donc? Tut, tut, tut. Pas du tout, pas du tout, c'est pas le cas. Pour rentrer dans une compagnie aérienne. Mais pour faire quoi? Eh ben, c'était ça que j'allais chercher, savoir ce qu'il y avait. Et bien plus tard, j'ai su ce qu'il y avait, mais des années après, quoi. Alors, j'en suis là, je rentre dans Air France, je passe mes tests et je réussis tous les tests et je retourne le lundi, comme il m'avait convoqué et puis, là, je suis débriefé par un DRH. On appelait pas ça un DRH à l'époque, mais c'était un peu ça, quoi, et il me valide, tout ce que j'ai passé et il me dit: «Bah, vous rentrez, quand vous voulez, dans la compagnie». Je dis: «Je suis disponible depuis, le début du mois». Il me dit: «Bon, vous commencez la semaine prochaine». J'avais tout. Mais pour faire quoi? Alors, pour faire quoi? Pour faire, au début, j'ai commencé par faire de l'enregistrement. OK, des bagages et tout? Voilà, les bagages que tu mets sur le tapis, ils s'en vont, quoi. Ouais, ouais. Après, là, vraiment, c'est le tapis rouge que tu pourrais jamais connaître. Je fais un test à l'intérieur pour être chef avion, coordinateur, on appelle ça. Ça consiste en quoi exactement? Alors ça consiste à bien calculer les masses à bord de l'avion. C'est-à-dire qu'un avion, il a 300 places, il a 100 passagers, faut voir pour qu'il puisse décoller ou atterrir, mais surtout décoller.
à quel endroit tu vas mettre les passagers pour trouver l'équilibre. C'est le massé central, on appelle ça. Ah. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment le truc intéressant du sol. Et Et du coup, tu as suivi une formation en interne? en interne, mais OK, de très bon niveau, hein. OK. Ah oui, oui. Et ce métier-là, je l'ai fait dans cette configuration-là 4 ans et demi. Et tu travaillais toujours à Roissy, du coup? Tout le temps, ouais. Je Ouais, refusais d'aller à Orly. d'accord. Moi, c'était comme ça, ouais. OK, très bien. Bah, j'étais dans le 19e, pour aller à Orly, c'est le bazar. Je dis et pour venir sur Roissy, c'était libre. C'était plus simple. Et après ça, on m'a demandé si je voulais être instructeur de masse et centrage, de la coordination. Je dis: «Banco». Il dit: «On sent que vous avez un sens pédagogique qui vous est personnel, mais il faudrait déborder un petit peu. Nous, on veut aussi prendre des connaissances de vous». Je dis: «Une grosse jouette comme ça, parler de cette façon-là, ça me faisait bizarre, quoi. Tu y crois pas. On te confie des fonctions, hyper intéressantes sur lesquelles tu n'aurais pas pensé». Pour ça, quand tu regardes bien ça, ce métier et cette entreprise à la SNCF, c'est vraiment pas la même chose. À la SNCF, c'est des fonctionnaires bien installés, bien assis, qui bougent pas. Et et puis hop, là, je suis parti, dans plein de choses de formation. Je me suis hyper intégré et hyper, mis dans les formations. J'en ai, qui fonctionnent encore, hein, je suppose. Des sujets, mais bon, on est plus au boulot. Voilà, grosso modo, mon plan de carrière. Après, bon, bah, quand tu fais ça, tu vas le faire, au niveau de l'escale, au niveau des avions commerciaux de charge, c'est-à-dire les cargos. Mmh. Et après, il faut aller voir au-delà. Et je suis allé voir au-delà par un concours de circonstances inouï, inouï. Moi, je me suis levé comme un enfant gâté, hein. Si, je le ressens comme ça. J'ai souvent poussé les portes. Je ne dis pas le contraire. C'est quand j'ai dit: «Tu mets le pied dans la porte». Ça m'est souvent arrivé de le faire et je n'ai jamais eu d'échec. Jamais, jamais, jamais. Heu, c'est la bonne chance que tu as. Faut savoir dire oui, faut savoir dire non et faut expliquer pourquoi. Et donc après, comment t'en es arrivé là où tu vis à Paris? Alors, je voyais les avions de près, très près et je faisais des convoyages, assez souvent et au niveau du CE, à Soissons, il y a un petit aéroport à Soissons, un local. Air France, notre CE est installé sur cet aéroport pour faire voler des planeurs. OK. Alors j'ai commencé à prendre des cours de planeur et après ils m'ont fait passer c'est eux qui ont financé, hein, c'est pas moi. Je fais pas tout à fait les moyens non plus, hein. J'y allais tous les samedis, dimanches. Ils m'ont fait la proposition, le CE, de me faire passer ma licence de pilote privé pour faire le tractage des avions qui traitaient les planeurs. Tu sais, les planeurs, faut les accrocher puis les envoyer en haut OK. et ça, bah, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup grâce à Air France encore une fois. Alors que c'est le comité d'entreprise, hein, c'est pas, ouais, dans cet endroit-là, il y avait que des pilotes. Puis à parler comme ça, à échanger, et ben, j'ai passé des qualifications ici, à 60, tu vois? Et j'ai réussi à aller, sur mon 1er degré de brevet. Un volet de pilote, c'est par section, c'est par séquence, pardon. Tu as une première séquence, une deuxième séquence, une troisième séquence. Tout ça pour aller jusqu'à du pilotage de commercial. Voilà. Ça, j'ai beaucoup travaillé, ça m'a rappelé un petit peu ce que j'avais fait, 6 ans à c'est beaucoup, beaucoup de travail, mais le résultat est là. Mais seulement les heures de vol, eux, le CE m'ont bien payé tout ce qui était théorique, mais pratique, c'est moi qui ai payé. À manger des restaurants et puis c'est tout, hein. Et là, je suis allé faire des heures aux États-Unis, des heures de vol. Pour avoir ton vol commercial, ça te prend 100 heures.
Mon senteur à 250, 300 $ de l'heure pour avoir un peu de capital. Alors j'ai fait un emprunt à la banque qui me l'a accordé. C'est pas mal. Et puis là, j'étais parti. Je suis parti en formation pour avoir mon PL et toutes les reconnaissances de pilotage. Mais là, tu avais déjà dans la tête de piloter des avions? Oui, j'avais pris le chemin. D'accord, donc c'était ton objectif. Voilà, c'était complètement mon objectif. Je l'ai pris sans avoir conscience des difficultés, hein. Je l'avoue que il y avait beaucoup de warning. Ça, c'est pas mal difficile, à tout point de vue, hein. Parce que si tu veux, je l'ai appris en le faisant, quoi. Les heures de vol aux États-Unis, la France ne les reconnaît pas. Parce que c'est de la FAA, et la FAA, c'est américain, on ne veut pas en entendre parler. Euh, les heures reconnues, c'est l'OACI, c'est-à-dire les heures de vol canadiennes. Mmh. Ça, c'est reconnu par la France. Dans l'aviation, tu as une réglementation impressionnante. Impressionnante. Ouais, j'imagine. Ouais. Mais enfin bon, quand on a pas mal avancé, on peut s'arrêter là, quoi. Et c'est là que j'ai fait un emprunt à prise avant qui m'a accordé ça. Et voilà. Et après, bon, fallait me certifier. Alors, fallait trouver les pilotes instructeurs pour me certifier. Alors, j'ai pas été FAA, certifié FAA parce que ça servait à rien. Mmh. Il ne reconnaissait pas les vols, les heures de vol. Donc, de là, je suis monté sur le Canada. Ça m'a permis de me faire des relations aussi, hein. Des gens qui donnaient mon conseil. Et là-haut, je suis resté à voler sur avion pendant 4 ans. 4 ans et Et 1 mois ou 2 mois, je sais plus. et donc là, du coup, tu avais déménagé complètement au Canada? Ah, total. Je faisais du 3e niveau. 3e niveau, ce sont des avions de 7 heures. C'est-à-dire à hélice ou à petit réacteur, quoi. Moi, sur la ligne qu'on était imparti, c'était Québec, Boston, Boston, Chicago, Chicago, Detroit. C'était vraiment local. Seulement, c'était en 83, tout ça. Et après est arrivée la récession du transport aérien en 90. C'est-à-dire que bah, beaucoup de compagnies volaient beaucoup moins. L'aviation, c'est cyclique, réellement cyclique. Et moi, qui avait tout laissé, enfin, qui était à Québec, et puis c'est là que j'habitais, quoi. J'étais un petit peu dans mon lit. Alors, à Transfer Canada, qui se trouve à Montréal, j'ai demandé s'ils pensaient que ça allait durer longtemps ou quoi, parce que je ne vais pas rester des mois sans salaire. Parce que moi, j'étais payé à la pige, hein. Je n'étais pas un employé d'Air Canada. J'étais à la demande. OK. Voilà. Là, c'était en tant que pilote déjà? Là, j'étais en tant que piloté. OK. Et ensuite, il m'était conseillé de faire vraiment le truc où il y a une forte demande, c'est l'hélico. Ah bon? Je dis, ça n'a rien à voir. Il dit, non, ça n'a rien à voir, mais il manque de pilotes. Ah, là, je dis, oui, mais oh, ça va être un petit peu juste avec mon budget, quoi. Et je suis passé dans cette école de pilotage d'hélico. Le directeur, super cool, vraiment. Ben, tu le paieras quand tu auras ramassé tes salaires, et puis voilà, il m'a fait un crédit complet sur ces 60 heures qu'il faut, hein, pour professionnel hélico. Et là, ça m'a permis de continuer. Et puis 5 ans et demi après, ben, je suis revenu en France. Il n'y avait toujours pas de reprise du transport aérien. On m'a sollicité pour un job toujours à Roissy, sur la formation. Et là, j'avais appris plein de choses. Et du coup, tu t'es pas servi de ce qui était la partie hélico? Si, si, un semestre. Ouais, c'était pas long, mais alors, on ne s'imagine pas à quel point c'est difficile, De quoi? piloter un hélicoptère. Ah non, je m'imagine pas, non. C'est terriblement difficile. Je suis allé me faire embaucher dans une compagnie d'hélicoptères
Grand Nord canadien, un Bettyson. On m'avait prévenu, hein, mais j'ai du mal à tenir. Tu t'imagines? Ouais, il faut t'imaginer fort. Tout blanc. Le sol, les nuages, tout blanc. Tu sais pas dans quel espace tu es. Et ce travail-là, c'est un travail. La baie d'Hudson, c'est une grande baie au niveau du Québec. Et c'est ce qui fournit l'électricité à l'État de New York et à l'État du Québec, quoi. Et j'avais un accompagnant de Transport Canada qui venait vérifier. Moi, je ne savais pas faire. Moi, je pilotais, hein. On longeait les lignes avec toute de haute tension. Et lui savait voir. Il avait un appareil particulier qui n'est pas un appareil photo. Il savait voir si c'était cassé ou esquinté ou quoi que ce soit. Et on faisait un bilan. On descendait sur une ligne, hop, on montait sur une ligne. Après, on prenait des partout de rien. Puis tout blanc, vraiment, c'est pas une belle couleur, ça. OK, donc tu rentré à Paris après? Après, bah, je suis rentré à Paris, puis on m'a filé plein de boulot intéressant. Toujours dans la formation. Je suis revenu dans la formation, en fait. On peut pas vous embaucher parce qu'on n'a pas de poste. Bah ouais, mais il faut que je me remette au travail, quoi. Dans quel domaine? Bah, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a de vacant? Et comme la compagnie, elle était en sourdine, voilà, le mot est juste. Bah, j'ai pris ce qui passait. Alors j'ai appris à créer des formations, à proposer des formations, tout le temps dans le domaine de la formation. Alors après ça, on a été la première compagnie du monde à acheter des 777. Boeing 777, je sais pas, c'est un très gros avion. Et on avait passé les commandes de 64 avions. Et c'était moi qui me chargeais de tous les paramètres administratifs pour voler en France ou voler en Europe. C'est un avion, il n'a pas le droit d'aller où il veut. Enfin, il peut aller où il veut, mais s'il n'a pas les prérequis, il ne peut pas s'y rendre. Si ton avion, il part de Roissy pour aller à New York et puis qu'il n'a pas les prérequis pour se poser à New York, Bah, c'est dommage pour lui. c'est très dommage. Et ça, il faut pas que ça se fasse, quoi. Il y avait ça, il y avait les leasing, il y avait, bon, les achats, ouais. Et moi, je suis allé à Seattle plusieurs fois. C'était hyper intéressant. Je passais plus mon temps dans les avions que, que dans mon boulot, quoi. Et donc tu vivais entre Paris et Seattle? Non. Alors, Seattle, moi, j'arrivais, hop, oui, j'avais ma chambre d'hôtel. On faisait les checks avions. Il y avait des réclamations, hein. Le check avion, ça veut dire tous les points sensibles et imaginables dans un avion. Si par exemple un bouton qui ne fonctionne pas, on va partir. Ou un manomètre, un truc comme ça qui ne fonctionne pas, non, ça ne va pas. Et nous, pendant l'heure de vol, si on faisait Seattle-Paris assez vite, on mettait 12h, 12h30. On dépassait le 56e parallèle, là où on ne trouve aucun avion. Voilà ma petite occupation. Mais, 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 individuellement, j'ai vraiment eu le job que j'aurais jamais pu rêver. J'ai fait des allers-retours, mais OK. Et donc est-ce que tu peux revenir un peu sur, la partie de ta vie où tu voyageais beaucoup en tant que pilote? ouais, bah, c'est les années 80. Et donc toi, ton job, c'était d'être pilote sur des longs vols à ce moment-là? L'envoyer. Long courrier, exactement. Tu avais quel âge à peu près quand tu as commencé à être pilote vraiment sur ces lignes-là? 40 des choses, 40. OK. Et ça, c'était ton job, de rêve? Ouais, OK, tu as fait ça combien de temps en tout? À peu 4 ans. 4 ans? Ouais. Et est-ce que tu peux parler un peu de ta vie? Donc comment ça se passait? Où est-ce que tu allais? C'est pas de limite. Tu as pas de limite. Par exemple, tu faisais quoi comme vol? Mais tu peux faire du Singapour, du New York, du Los Angeles, n'importe quoi, tu vois. Enfin, pas n'importe quoi non plus, non, non. Mais y a rien de délicat là-dedans. J'ai pas quand tu pilotes un avion, tu lis pas le journal, là.
Ah bah oui, ça j'imagine, j'espère. Non, non, mais je mets pas ça, à la plaisanterie non plus. Parce que tu sais, dans l'utilisation, il y en a, ils sont là pour l'argent, puis il y en a, ils sont là pour dormir. C'est pas compliqué, mais c'est ça. Et donc c'était des vols de combien d'heures à peu près? De 8-10 heures. Et tu J'habitais Québec. donc tu restais plusieurs jours dans les destinations vers lesquelles tu volais? Ça dépend desquels. Ça dépend desquels. Parce que l'utilisation d'un personnel navigant, pilote ou PNC, est déterminée par des règles médicales de ces utilisations. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais faire à Tokyo. Bon, 13 heures, ton Tokyo il décolle. 12 heures après, il est rendu. À Tokyo, il va falloir qu'il reste un certain temps déterminé en vertu du décalage horaire et toutes ces données-là. Même si tu es à 1 minute de delta en plus, tu n'as pas le droit de prendre l'avion. Alors, ton corps, lui, il va pas faire ce qu'il veut. Je veux dire par là, c'est-à-dire que toi, tu vas récupérer ton jetline très facilement sur Ouest, en partant de Paris, toi. Mmh. C'est-à-dire, je sais pas, moi, tu es à Chicago. Et moi, je vais récupérer mon jetline de Tokyo. Parce que je suis plus. Mon corps répond mieux sur Tokyo. Mon décalage horaire, il se fera sur 2 heures, 3 heures. Biologiquement, en fonction de chacun, tu récupères mieux du décalage horaire dans un sens que dans l'autre. Exactement. Exactement. Et ça, on en prend en compte dans l'organisation de l'emploi du temps des Oui, pilotes? oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ah oui, parce que si t'es un pilote que tu as fait voler Singapour, paf, tu peux pas le réutiliser pendant 10 heures, 12 heures, ou 3 jours, 5 jours. C'est de la mauvaise exploitation, ça. Mmh. Donc ça t'arrivait de rester 3, 4 jours? Ouais, Et est-ce que tu arrives à créer des relations dans les destinations où tu allais souvent? oui. Tu as par exemple un choix de destination. Tu peux pas demander 3 000 gars d'affilée, c'est pas possible. C'est pas possible pour une seule raison, la météo. Il n'y a pas d'autre critère, c'est la météo. Parce que le vent qui est à cet endroit-là, 20 minutes après, il va être à un autre endroit et ainsi de suite, tu vois. Donc, ça, c'est de l'utilisation de l'avion en l'état pur. Tu, Si tu mettais 3 New York dans le même mois, tu aurais des habitudes et là, tu lis le journal. Ah ouais, OK. Ouais, Donc par définition, ce métier-là, il t'amenait forcément à avoir beaucoup de destinations différentes. absolument. Est-ce que tu arrivais à, avoir une routine dans chaque non? Ça changeait tout le temps? Et ça, c'est quelque chose que tu aimais ou? Si, j'aimais. Bon, dans mes desiderata, j'aimais bien Romain Rézy, parce que ça, j'ai un affect pour Rézy. Mais on va pas me filer d'un œil, tu à peu près 4 vols par mois. C'est pas gros. En tout, En tout, ouais, OK, sur un mois, mettons que tu 4 vols, tu passais à peu près combien de jours, chez toi à Québec? 2 jours, 5 jours. Et le reste, c'était réparti entre les différentes destinations vers lesquelles tu volais? Et beaucoup de formation. On est en permanence en formation, hein. Mais pas forcément à Québec, tu pouvais être, Après Ah non, la formation, c'est ton point de chute, c'est-à-dire Montréal, Québec, autre chose, peu importe. Les heures de simulateur de vol, tous les semestres, tu passes en simulateur. Ça faut du jus, hein. ah bah, oui, oui. Et est-ce que tu arrivais à avoir, des amis ou des relations sociales? Comment est-ce que parce qu'en bougeant tout le temps comme ça, c'est Ah, tu les as dans ton domaine. Tu les as pas vraiment. Si, tu peux avoir quand même 2, 3 personnes que tu connais très bien à New York, comme je te dis, mais c'est un microcosme qui tourne sur lui-même et qui se convient. On peut pas s'attacher, si tu veux, à ce métier-là. Ça, je t'ai rencontré là aujourd'hui à Toulouse. Ouais, j'ai une bonne copine à Toulouse, elle est sympa et tout, c'est comme ça. Bon,
Là, on va passer ce soir sur un resto. Ça, tu le fais une fois, et tu devrais le faire à chaque fois que tu es là. Mmh. Et et ça te manquait pas de construire des relations plus durables? Non, parce que parce que j'ai créé ma vie pour être totalement disponible pour moi-même. Pas d'enfant, pas de choses comme ça, toi? Et donc tu as jamais eu envie de fonder une famille et c'est quelque chose que tu regrettes pas du tout? Non plus. Ça semble égoïste à entendre, mais moi non plus. Il y avait pas assez de demandes. Et toi, c'est quoi la destination à laquelle tu préférais aller? Est-ce qu'il y a une ville? Tokyo. Tokyo, Pékin. Pourquoi? Parce que tu aimais bien les villes ou parce que tu aimais bien les vols vers là-bas? Parce que j'aimais bien les villes, puis c'est des endroits où ça bouge, hein. Quand tu vois en combien de temps ils ont cassé Pékin, c'est incroyable, incroyable. Ça change vite, et ça coûte rien quand tu vas là-bas. Si tu peux aller à l'opéra ou n'importe quoi, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et pour autant, tu t'es jamais dit que tu allais t'installer là-bas? Non, non, la culture est pas la même. Veux pas, la culture est pas la même. Et tu as fait ce métier-là 4 ans, de pilote, sur des vols long courriers. Pourquoi est-ce que tu as arrêté? Ben, parce qu'il fallait que je rentre en France. En France, il fallait qu'on me trouve un poste. Mais il fallait parce que tu voulais ou? Oui, je voulais arriver à la fin de carrière, tu vois, au top. J'ai réussi à donner tout ce que je pouvais donner. Là, on peut rentrer à la maison. Et c'est les aliments, tu rencontres Anne, Qui est aujourd'hui ta femme? qui est aujourd'hui mon épouse. À cette époque-là, tu avais quel âge? À peu près, j'avais 60, un petit 60, un truc comme ça. Je venais à Toulouse 3 fois la semaine. Un coup d'avion, t'es demandé. OK. Et aujourd'hui, quand tu regardes, en arrière sur ta vie, est-ce que tu es content de la vie que tu as vécue? Ah oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, parce que j'ai rencontré des gens hyper intéressants, parce que la chance est venue. On a été un peu les chercher, elle est pas devant tes pieds, hein, c'est sûr, mais non, non, vraiment j'ai une belle vie. J'ai eu cette chance qui est quand tu regardes en arrière, tu te dis: «Mais attends, comment il a fait pour, mais en même temps, ça c'est on pourrait dire ça fait un peu, arbre de Noël. De quoi ta vie? Ouais, mais j'ai toujours été admis, quoi. Ouais, quand il y avait un truc qui te plaisait plus, t'en sortais et tu cherchais un moyen d'évoluer vers. Tout à fait, ouais, et c'est pour ça que, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui faisaient des formations, des choses comme ça. Je dis: «N'oubliez jamais les jeunes que la porte, ça se pousse. C'est entrouverte, c'est parce que vous êtes là», et c'est vrai qu'elle m'a toujours attendu, mais je suis toujours rentré. Est-ce que le fait que tu aies beaucoup voyagé, ça fait partie de ce que tu as aimé dans ta vie? Ou est-ce que c'était pas enfin, c'était pas ce que tu cherchais, mais c'était une conséquence du fait que c'était ce travail qui te plaît? Il y a la conséquence, c'est vrai, mais il y a la démarche aussi. Parce que, bon, j'étais j'avais quand même eu une japonaise, c'est pour ça que les Tokyo, j'en ai fait. On est resté longtemps ensemble, et ça m'aidait à concrétiser, tu vois, une situation pareille. Je faisais 2 Tokyo dans le mois, moi, c'était comme ça, hein, et j'arrive avec ma valise et puis voilà, et puis non, mais c'est vraiment, 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 c'est de rencontrer des gens. Tu as des gens, ils font anodin, mais ils le sont pas du tout. Tu as des gens riches, hein, vraiment riches. Riches d'esprit, des riches, et ça, j'en ai rencontré, ça m'a Et
à la fin que tu cherchais quand même à te poser dans un seul lieu Oui, un peu plus oui, un peu. et à créer des racines? Oui. Mais c'est pas suffisant. Pour Anne, ce serait bien que j'en crée plus, mais j'ai jamais fait ça et ça se ressent dans mes relations, c'est clair, ça se ressent. Je suis un grand auditeur, voilà. Pour ça qu'aujourd'hui, je suis contente d'avoir pu te faire parler. Je suis pas gêné, hein. Non, non. Moi, je suis un livre ouvert, hein. Tu me poses une question, tu as une réponse. Quand la personne qui pose une question, c'est qu'elle a besoin de savoir quelque chose. Mmh. Donc, faut honorer ça. Une personne s'intéresse à toi, allez, je te réponds. C'est simple, hein, mais l'humain le complique. Et tout au long de ta vie, qu'est-ce qui a donné un sens au métier que tu faisais? Est-ce que c'est le fait d'apprendre des choses? Est-ce qu'il y a C'est d'apprendre. Ah, c'est d'apprendre. ah oui, toi, c'est vraiment d'apprendre. J'ai une curiosité insupportable. Il faut que je comprenne. Ouais, écoute, c'est trop chouette. Merci, beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Plaisir. À très vite, j'espère. C'est la fin de l'épisode du jour. Donc, si vous aimez Nomadness, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Buy Me a Coffee. Vous pouvez aussi simplement commenter l'épisode, vous abonner, me donner une évaluation 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça vous coûte rien et ça soutient vraiment mon travail. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!